Salut, moi c'est Julie. Et moi, c'est Philippe. Nous sommes deux voyageurs partis à l'aventure à travers le monde. Après 2 années passées sur la route, nous avons attrapé le virus du Globetrotter. Alors, on a réfléchi et on s'est dit, si on est autant passionné par ce qui se passe près de chez nous, peut-être ne sommes-nous pas seuls. Alors on s'est rendu dans un pays à l'intérieur de notre propre pays. À Ayer, en plein territoire basque, on a rencontré une classe d'élèves super sympa. On a parlé, on s'est souri, puis on s'est dit, Et si on partait? Kia ora! Nous voilà de retour depuis la Nouvelle-Zélande pour un 3e et déjà dernier épisode à la rencontre des kiwis. On a été très contents de recevoir de vos nouvelles. On espère que vous avez autant aimé déguster les scones que les préparer. Mais à voir vos sourires, on devine que oui. De notre côté, ça fait maintenant 6 mois que nous sommes en Nouvelle-Zélande et depuis le dernier épisode, il s'en est passé des choses. Vous vous rappelez de notre ami Scott? Bonjour Thierry! Bonjour! Eh bien, on a travaillé pour lui à bord de son bateau à fond vitré et on s'y est tellement plu qu'on est resté 3 mois. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ici, l'été se termine. Il est temps de repartir sur les routes afin de découvrir les animaux et végétaux qui peuplent la Nouvelle-Zélande. Prêt à en prendre plein la vue? Alors, c'est parti! La Nouvelle-Zélande n'est pas un pays comme les autres, ça vous l'avez compris. Les masses de terre qui le composent n'ont jamais été rattachées à un continent, mais ont été créées par l'explosion d'une série de volcans. Grâce à ces phénomènes, la faune et la flore qui s'y trouvent sont exceptionnelles. La Nouvelle-Zélande est le dernier pays peuplé par les hommes. Imaginez, les Maoris sont arrivés ici il y a 1000 ans, et les Européens seulement 200 ans. Sans vie humaine, sa végétation a bénéficié de milliers d'années pour s'enrichir et se développer. C'est d'ailleurs ça qui a conduit les Européens jusqu'ici, les forêts. Le commerce de bois était leur principal objectif. Aujourd'hui encore, cette ressource est exploitée par les Néo-Zélandais. Mais qu'a donc de si particulier la végétation par ici? Eh bien, comme chez nous, chaque plante a ses caractéristiques. Et parmi celles que nous avons croisées en Nouvelle-Zélande, nous avons été particulièrement intrigués par le kaori, la fougère argentée et le manuka. Le kaori est un géant qui existe depuis le temps des dinosaures. Avec ses 60 mètres de haut et ses 7 mètres de large, il est l'un des plus gros arbres du monde. Situé essentiellement au nord de l'île du Nord, les Maoris se sont servis de son bois pour faire des canoës pouvant transporter plus de 100 hommes. Et les Européens y ont vu un attrait commercial extraordinaire. La fougère argentée est quant à elle la plante la plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Elle est d'ailleurs l'un des emblèmes nationaux, et on la retrouve un peu partout, notamment sur le blason du pays, ou encore comme symbole d'une fameuse équipe de rugby. Son nom lui a été donné par les Anglais quand ils l'ont découverte, car elle a le dessous des feuilles, ainsi que les tiges, blanches argentées. Les Maoris, eux, l'appellent ponga, et ont longtemps utilisé ces feuilles comme marqueur de chemin dans les forêts, le côté blanc vers le haut, pointant vers la direction à emprunter. Les Européens n'ont d'ailleurs pas hésité à en faire de même. Pratique, non? Le manuka est un gros buisson aux fleurs blanches ou roses que l'on retrouve au bord des chemins, un peu partout en Nouvelle-Zélande. De nombreux produits, qui seraient bons pour la santé, sont fabriqués à partir de ces fleurs, comme le miel ou les huiles. Les Maoris utilisaient d'ailleurs le manuka comme traitement des douleurs, entorses, mal de gorge. Les Anglais, quant à eux, préféraient en faire des infusions. Ce ne sont que des exemples. Des arbres et plantes si incroyables, la Nouvelle-Zélande en compte par dizaines, tellement qu'il nous est impossible de tous vous les citer. Qui dit flore exceptionnelle, dit faune exceptionnelle. En Nouvelle-Zélande, une partie de la faune est endémique
Cela signifie qu'elle n'existe nulle part ailleurs sur la Terre, et c'est surtout ça qui nous a attirés jusqu'ici. Alors, partons à la découverte de quelques-unes de ces espèces si rares. La première espèce, vous vous en doutez, c'est bien évidemment l'incontournable kiwi. Nous sommes un peu déçus parce que, même si nous en avons entendu chanter autour de nous, nous n'avons toujours pas réussi à en apercevoir. Mais on ne perd pas espoir. En attendant, on s'est un peu renseigné et voici ce qu'on a découvert. Le kiwi est un animal nocturne. C'est d'ailleurs ça qui le rend si difficile à observer. Il ne se montre que la nuit pour manger. Le reste du temps, il est terré dans son terrier. Il est le seul oiseau au monde à avoir des narines à la pointe de son bec, ce qui lui procure un excellent odorat. Son plumage ressemble plus à la fourrure des mammifères. Ses os contiennent de la moelle comme les nôtres et contrairement à tous les autres oiseaux du monde. Le kiwi a donc plus de caractéristiques communes avec les mammifères qu'avec les oiseaux. Un autre oiseau a croisé notre route dans les montagnes de l'île du Sud, et celui-là, on n'en avait jamais entendu parler. C'est le kea. Ce volatile est l'un des plus intelligents du monde. Il est à la fois joueur et destructeur. C'est un perroquet qui vit en montagne et qui est souvent visible aux endroits où se trouvent les touristes, attendant de la nourriture ou jouant avec le caoutchouc des fenêtres de voiture. La dernière espèce endémique que nous avons fini par dénicher sur une plage du sud est le manchot des antipodes. C'est le manchot le plus rare du monde qui vit uniquement dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il peut mesurer jusqu'à 65 cm de haut et ses yeux cernés de jaune sont sa principale caractéristique. Kiwi, kea, manchot. J'ai l'impression qu'il n'y a que des oiseaux qui sont endémiques. C'est le cas ? Pas tout à fait. Il y a aussi des reptiles, des escargots et des insectes. Mais il est vrai que les plus visibles et les plus représentatifs du pays sont tout de même les oiseaux. Pendant notre aventure, nous avons eu la chance de rencontrer quelques espèces qui ont élu domicile ici, échouées par la voie des mers ou des airs. Les otaries à fourrure et les lions de mer, qui sont de la même famille, sont des mammifères qui ont beaucoup de points communs. Ils ont tous les deux des nageoires avant et arrière pour se déplacer sur terre ou grimper sur les rochers, des moustaches qui leur permettent de trouver de la nourriture sous l'eau, ainsi qu'une épaisse couche de graisse sous la peau qui les protège du froid de l'Antarctique. Les lions de mer sont nettement plus gros que les otaries, et les mâles possèdent une crinière rappelant celle du lion. Nous avons aussi croisé le fou austral, Takapu en maori, qui est caractérisé par sa tête dorée. Cet oiseau vit dans de grandes colonies situées sur les sommets plats de la Nouvelle-Zélande. À la période des amours, chacun se trouve un partenaire, au cours d'une spectaculaire parade, et s'accouple pour la vie. Ils migrent 2 ou 3 ans en Australie, le pays voisin, mais finissent toujours par revenir en Nouvelle-Zélande pour se reproduire. Une faune particulière s'est aussi installée ici, alors qu'elle provient à la base d'Europe. En fait, elle a été introduite par bateau lors de la colonisation. Mais pourquoi a-t-on introduit des animaux ici ? Pour différentes raisons. Par accident, comme pour le rat ou le lapin, pour le commerce, comme avec le possum et sa fourrure, ou encore pour leur utilisation dans le transport, comme avec le cheval. Le possum est un des mammifères qui a été introduit depuis l'Australie par les colons anglais, car sa fourrure était très recherchée. Aujourd'hui, le petit animal n'ayant pas de prédateurs, s'est reproduit à une vitesse folle et crée des dommages énormes sur la faune et la flore de la Nouvelle-Zélande. Des dommages sur la faune ? Mais c'est une catastrophe ! Mais que font les kiwis pour arrêter ça ? La solution qu'ont trouvée nos amis
est d'essayer de contrôler au mieux la population à l'aide de pièges ou de poisons dans les zones trop peuplées de la Nouvelle-Zélande. Tu veux dire qu'on élimine toutes les bêtes introduites par le passé? Bien sûr que non. Certaines ont finalement trouvé leur place dans l'écosystème de la Nouvelle-Zélande. Lors d'une de nos balades sur la côte est du pays, par exemple, on est tombé nez à nez avec des chevaux courant sur la plage. On a rapidement appris qu'ils étaient sauvages. Ils étaient utilisés par les colons pour les transports, puis quand la voiture a été accessible à tous, un grand nombre des chevaux ont été relâchés dans la nature. Ils ont alors formé des troupeaux et vivent aujourd'hui en clans dans certaines régions de l'île du Nord. Et même si on régule leur population, à petit nombre, ils ne posent pas de soucis. Toutes ces espèces, qu'elles soient introduites ou endémiques, cohabitent dans un environnement fragile dont on aimerait vous parler. L'environnement de la Nouvelle-Zélande fait de ce pays un des champions dans la production d'électricité dite verte. Entouré par les océans, ce pays bénéficie d'un climat océanique. Le temps est donc très changeant par ici. Pluie, vent, soleil, encore pluie, puis soleil, et tout ça en une seule journée. Et cette météo, elle a beaucoup d'avantages pour la production d'électricité. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande est 9e dans le classement mondial des énergies renouvelables. Qu'est-ce que tu veux dire par énergie renouvelable? Une énergie est dite renouvelable quand elle ne risque pas de s'épuiser ou quand elle peut être réutilisée. Le vent, par exemple, est une excellente énergie renouvelable. Ici, 80% de l'électricité utilisée est produite grâce au vent, à l'eau et à la chaleur des sols. Et qu'en est-il des 20% restants? Eh bien, le reste est produit à partir d'énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon. L'eau est l'élément qui permet de produire le plus d'électricité, plus de la moitié exactement. Lacs et rivières sont présents un peu partout sur le territoire et des dizaines de barrages y sont construits. Les flux des rivières sont ainsi contrôlés et du courant électrique est créé grâce à la force de l'eau qui entraîne d'énormes turbines. Le deuxième élément naturel est la chaleur, et pas n'importe laquelle, celle qui provient du centre de la Terre. Vous le savez maintenant, la Nouvelle-Zélande est faite de volcans, et certains sont toujours en activité. On s'est d'ailleurs rendu dans un de ces villages construits autour des volcans sur l'île du Nord. Ici, les habitants ont un avantage. L'eau chaude est gratuite. Et nous, on en a profité pour faire un bain de pied. Bon, mais revenons à nos moutons. Sous terre, par ici, ça chauffe très fort. Jetez un œil à ces cratères. Voilà, il ne fallait pas chercher plus loin. Et c'est ici que la Nouvelle-Zélande crée 15% de son électricité, grâce à la géothermie. Le troisième et dernier élément qui existe à l'infini ici, du matin jusqu'au soir, c'est le vent. Alors de plus en plus, des fermes d'éoliennes sont construites dans le pays pour permettre la création d'électricité et de la place ici, c'est pas ce qui manque. Alors, en avant, tournez, tournez, hélice. L'électricité, c'est une chose. Mais qu'en est-il des autres énergies, comme les carburants par exemple? Là, tu viens de toucher un point sensible. Car si la Nouvelle-Zélande est avancée dans le domaine de l'électricité, elle a encore beaucoup de progrès à faire au niveau des carburants qui, comme chez nous, sont issus pour la plupart d'une énergie fossile bien connue, le pétrole. En France aussi, on fait des efforts ces derniers temps, il me semble. Effectivement. Et d'ailleurs, dans le monde entier, les pays se mettent doucement mais sûrement à la transformation et à l'utilisation d'énergies renouvelables. Et vous les amis, comment est-ce que vous le voyez le monde de demain ?